Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, l'échéance électorale se rapproche et la scène politique se transforme en véritable champ de bataille. Les candidats s'affrontent argument contre argument, stratégie contre stratégie, que ce soit pour convaincre les électeurs ou pour former un bloc face au pouvoir. Pendant ce temps, sur la toile et dans certains médias, la campagne prend des risques. Les deepfakes et les fake news connaissent un pic. L'usine à faux communiqués est en alerte et les faux profils font ce qu'ils font de mieux, insulter, diffamer et discréditer. Autant de manœuvres qui visent à ternir l'image des adversaires, à créer la confusion dans l'esprit des citoyens au moment où certains font des pieds et des mains pour les séduire. La manipulation devient ainsi une arme redoutable, une démarche qui semble s'imposer pour le pire sur le chemin de la conquête du pouvoir. Dans cette guerre de l'information, le citoyen est-il devenu une simple cible? L'analyse de nos invités est à suivre en deuxième partie d'émission, mais avant, place au jour. En ouverture, toute tentative de former une coalition autour d'un candidat consensuel est non seulement tardive, mais aussi vouée à l'échec. C'est le message du ministre de l'administration territoriale qui estime qu'une telle alliance aurait dû être conclue avant le dépôt des dossiers de candidature auprès d'Elections Cameroun. Dans le cadre de sa tournée nationale à travers les 10 régions du pays, Paul Atanga Nji était ce mercredi à Douala, dans la région du littoral, où il a présidé une réunion en prélude au scrutin du 12 octobre. Le MINAT a également lancé un avertissement aux observateurs électoraux, aux candidats à l'élection présidentielle et aux journalistes, les exhortant à respecter scrupuleusement les règles, le cadre juridique et les directives régissant le processus électoral, sous peine d'en subir les conséquences. Jérès Azangué et Fondre Marquez ont assisté à la réunion. As preparations for the 2025 presidential election gain momentum nationwide, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Nji, has continued his evaluation tour, this time in the littoral region, addressing the role of Elekam and the prospects of a possible coalition. Minister Atanga Nji stated that Elekam has already printed 12 ballot papers for all the registered candidates, making the idea of a coalition a far-fetched dream. There's another confusion that we must avoid. We have 12 candidates officially declared to participate in the presidential election. So, in all polling stations, we'll have 12 ballot papers representing all the candidates. The private arrangements that people will do left and right, that there's one candidate or a unique candidate or a candidate of consensus or whatever it is, it has nothing to do with Elekam. If you have the intention to desist or to support a candidate, this should have been done before the printing of the ballot papers by Elekam. The Interior Minister went further to declare that discussions about a consensual candidate are simply a waste of time. So it's just a waste of time to talk about a unique candidate. It's just a waste of time. Elekam has printed the documents. They are all available in regional headquarters, and the documents will go to all the polling stations. So those politicians who are still in their dream or their illusions of coming together is too late. I don't know. They have never done it in the past. What was not done in 1992, what was not done during the other elections, I don't see how possible it could be done. And moreover, those people who are talking about one or two or three candidates have nothing even to do with the elections. Minister Atanga Nji also issued a strong warning to observers and presidential candidates, stating that anyone who fails to comply with the rules and regulations set by the state will face consequences. We are not telling the candidates or political parties to agree with us, with the administration or with Elekam. But what we are saying is that we have legal institutions. If you have claims to make after the elections, you have to go to the legal institutions and put in your complaints. If you try for one reason or another to take laws into your hands, that's when you will meet the firm arm of the administration and will deal with you squarely. He directed a cautionary message to media professionals
urging them to report responsibly during this period. He warned that journalists who contribute to the spread of hate speech by presidential candidates will be held personally accountable. Et au cours de cette réunion de sécurité avec les acteurs électoraux, les responsables administratifs et les responsables en charge de la sécurité, le ministre de l'administration territoriale a dit avoir été informé qu'une association dirigée par une avocate avait l'intention d'accréditer des personnes pour superviser l'élection présidentielle. Une association dont habilité à accréditer des superviseurs, selon Paula Tanganji, qui soutient qu'un cadre juridique et un guide avaient été remis aux candidats et aux observateurs de l'élection présidentielle afin que ces derniers soient en règle. Écoutons le ministre Paula Tanganji dans cet extrait sélectionné par Jiré Sazangé. Donc nous faisons ce qu'on appelle l'accompagnement du processus, tout en laissant Elekam faire son travail. Pour éviter une autre confusion, et ça les autorités administratives doivent y veiller, il y a 12 candidats qui ne prendront pas à l'élection présidentielle. Il y aura 12 bulletins de vote dans chaque bureau de vote qui représentent les 12 candidats. J'entends parler des alliances contre nature, tantôt candidat consensuel ou candidat unique. Ça, Elekam ne reconnaît pas ces arrangements du quartier. Pour ceux qui avaient l'intention de désister, il aurait fallu le faire avant l'impression des bulletins de vote. Dès lors que Elekam a déjà imprimé les bulletins de vote, et c'est le cas pour le moment, Elekam a imprimé 12 bulletins de vote qui représentent chacun des 12 candidats qui ne prennent pas à cette élection présidentielle. Donc si dans votre chambre, vous dites que j'ai démissionné, je soutiens tel ou tel candidat, c'est irresponsable. Ça, ce sont les arrangements du quartier qui ne concernent pas Elekam, encore moins l'administration. Le Rome a également signalé qu'il y a des associations dans la région du littoral, animées par une jeune dame avocate qui ont l'intention d'accréditer ou d'accorder des accréditations à des personnes pour superviser le scrutin présidentiel. Je tiens à rappeler que le ministre de l'administration territoriale est la seule personne habilitée à donner des accréditations aux observateurs. Personne d'autre ne peut s'arroger de ces prérogatives. Et il ne faut surtout pas entrer dans les prérogatives du MINAT au risque de vous faire avaler par le Moulinex. Ce sont les prérogatives du MINAT. Et à 18 jours du scrutin présidentiel, des cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Garoua, dans la région du Nord, s'inquiètent de la lenteur dans le retrait des cartes d'électeurs. Lors d'une réunion de coordination, les membres de la commission communale de campagne du RDPC ont indiqué que les données de l'antenne communale d'Elekam montrent que près de 10 000 cartes d'électeurs doivent être encore retirées par leurs propriétaires. Les membres du parti se sont ainsi engagés à multiplier les campagnes de proximité et à lutter contre l'absentéisme le jour du vote. D'autres précisions avec Fondré Marquez. Intensifying the proximity strategy and guarding against absenteeism were the main focuses of a recent coordination meeting held by the CPDM party's communal campaign team in Garoua 1, led by Mohamedou Bayero. En attendant le lancement officiel de la campagne, nous nous sommes réunis ici dans le but de prendre contact avec toute la commission communale qui a été récemment désignée. Le problème aujourd'hui, c'est de lutter contre l'abstention. C'est notre principal ennemi, l'abstention. Donc c'est pour cela qu'on engage tout le monde à aider dans les familles, dans les organisations à récupérer les cartes d'électeurs. La carte d'électeur est l'arme fatale pour faire gagner notre candidat, notre champion, le président Paul Biya. According to data from Elekam communal antenna in Garoua, nearly 10,000 voter cards remain unclaimed, which is a major concern for the CPDM campaign team. Le maître mot aujourd'hui, c'est la récupération des cartes d'électeurs. Nous sommes un peu en retard sur la commune de Gara 1er. Sur 68 000 inscrits, nous n'avons pas encore retiré 10 000 cartes.
Ça peut être peut-être des cartes de nos adversaires, mais le principal sujet, c'est de nous organiser assez rapidement pour récupérer ces cartes. Assuring the commission head, Alium Gagai, member of the commission and CPDM section president, stated that he has been actively encouraging militants to visit Elekam antennas and collect their voter cards. Sur les 53 000 inscrits, il y avait moins de 20 000 qui avaient voté à Garo Premier en 2018. Et donc, cette fois-ci, ça sera différent. Avant, beaucoup avaient refusé de voter. Ils se disaient, même si on vote ou ne vote pas, on sait que c'est elle qui sera président parce qu'il y avait un seul candidat. Et nos adversaires d'aujourd'hui, en 2018, c'était nos alliés. Mais cette fois-ci, les gens vont sortir et ils vont chercher à nous rivaliser. Nous devons redoubler d'efforts. The campaign team has pledged to redouble their efforts to secure a decisive victory for their candidate during the upcoming elections. Dans la région de l'extrême nord, Hiram Samuel Yodi est en opération de charme. Le candidat à l'élection présidentielle est allé à la rencontre des électeurs de Maroua pour présenter sa vision pour le Cameroun. D'ailleurs, certains jeunes jugent ces propositions séduisantes et se disent prêts à le soutenir jusqu'à la victoire. À la suite d'un entretien avec le candidat du Front des démocrates camerounais, beaucoup ont exprimé leur souhait de trouver un emploi. Suivons quelques extraits de jeunes et du candidat à l'élection présidentielle, Hiram Samuel Yodi, dans cet élément que nous propose Michael Dopas. On veut un président réaliste qui pourra changer le Cameroun. Surtout nous, les jeunes chômeurs. Moi, par exemple, ça fait 3 ans que j'ai fini ma formation, je suis en chômage. Nous voulons un président qui va considérer les jeunes. Que j'ai connu, j'ai vu son programme politique et j'ai aimé ce que j'ai vu et je suis séduit par là et j'espère vraiment que les autres jeunes également seront séduits par ce programme. Je suis extrêmement heureux. Il m'est arrivé pour des besoins personnels, familiaux, professionnels de passer à Maroua, mais c'était exclusivement pour 24 heures. Cette fois-ci, je prendrai le temps de parcourir la ville et la région. Je remercie la pluie de bénédiction qui m'a accueilli à mon arrivée. Je remercie l'engagement de nos coordonnateurs régionaux et départementaux. Je pense qu'il était important que je vienne, que mes frères et sœurs ici me voient. C'est l'occasion, comme j'ai dit, de leur prendre la main pour que les fils du Cameroun, du Nord et du Sud, puissent se mettre ensemble et qu'on bâtisse une nouvelle dynamique, un nouveau leadership politique à la tête de notre pays. Et je suis heureux que la première étape ce soit dans la ville de Maroua. Dans la suite du journal, des années après la catastrophe naturelle ayant coûté la vie à plusieurs Camerounais en Gouache, le site du drame, bâti sur 12 hectares, va abriter une stèle commémorative en mémoire des disparus. Le projet, initié par la communauté urbaine de Bafoussam, a été présenté aux investisseurs italiens lors d'une rencontre sur les partenariats publics-privés. Dans le même ordre, un projet de construction de logements sociaux est prévu dans le but de faire face à l'accroissement rapide de la population exacerbé par l'impact de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le reportage de Franck Kassanka. Ce ne sont pas des projets, donc le retour sur l'investisseur va traîner. La question du développement de la ville de Bafoussam est au centre des préoccupations. Avec l'accroissement rapide de la population de la MIFI, dû à l'insécurité dans les régions anglophones du pays, la question du logement est devenue une priorité. C'est dans ce sens que s'inscrit le partenariat public-privé avec les investisseurs. Vous savez, l'un des problèmes majeurs que le gouvernement de la République essaie souvent de résoudre, c'est le problème de logement. Donc pour le moment, ce que nous avons sur la table, c'est des projets de logement. Près de 2000 logements, c'est possible, et nous allons travailler avec eux et le ministère en charge de l'habitat dans le cadre d'un partenariat public-privé. Au lendemain du glissement de terrain meurtrier qui avait fait plus d'une quarantaine de morts au quartier Ngouache, la communauté urbaine de Bafoussam a repensé son plan de reconstruction. Le projet inclut la construction d'une stèle commémorative et d'un centre touristique. Et depuis lors, nous avons mis sur pied un projet dans cette zone, un projet social pour commémorer cet événement et surtout pour continuer à sensibiliser les populations sur les dangers qu'il y a à habiter dans les zones déclarées non constructibles.
Nous en avons donc discuté avec nos partenaires pour qu'ils nous cherchent des financements pour mettre sur pied cette forêt communautaire et ce centre commémoratif qui aura une statue dédiée à la mémoire des personnes décédées, ainsi que des salles de réunion, un petit hôtel, des espaces de jeux pour enfants dans cette zone-là. Nous tenons vraiment à cœur à ce projet qui va s'étaler sur 12 hectares. Les investisseurs, à la recherche des projets de développement structurants, se sont montrés sensibles à cette initiative. Ça veut dire que je pense qu'on peut démarrer un très efficace partenariat entre les deux parties. J'espère que les choses vont aller aussi un peu rapide, mais d'une façon très professionnelle, en respectant le contexte du Cameroun et pour la longue vie du projet aussi. Le maire Roger Tafam de la communauté urbaine lance un appel aux autres investisseurs pour la reconstruction totale d'Ongwash, devenu tristement célèbre depuis le 29 octobre 2019. La Société immobilière du Cameroun renforce son patrimoine foncier. Sardaouna Amadou, directeur général de la SIC, indique avoir recouvré près de 961 hectares de terre repartis entre Douala, Yaoundé, Garoua et Maroua au cours des 6 dernières années. Ce redressement s'accompagne d'une embellie financière, puisque l'entreprise étant passée d'un déficit annuel moyen de 2,6 milliards de francs CFA avant 2019 à plus de 2 milliards de bénéfices cumulés. Un bilan rendu public au cours d'une cérémonie de présentation des projets et réalisations de la SIC tenue hier mardi 23 septembre dans la ville de Yaoundé. D'autres précisions avec Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. La Société immobilière du Cameroun dresse un bilan jugé positif de son action au cours des dernières années. L'entreprise publique a recouvré près de 961 hectares de terre. Ces réserves foncières sont réparties entre plusieurs grandes villes. Dans la seule ville de Douala, nous avons 234 hectares qui ont été recouvrés par la SIC. Yaoundé, c'est 106 hectares, un peu partout, Garoua, Maroua, autour de 50 hectares. Sur le plan financier, la SIC affirme être passée d'un déficit annuel moyen de 2,6 milliards de francs CFA avant 2019 à un bénéfice cumulé de plus de 6 milliards de francs CFA en 6 ans. Ce redressement s'accompagne d'une revalorisation salariale de 25% pour le personnel. Maintenant, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas un atout pour donner tout ce qu'il faut à la SIC pour que la SIC soit en croissance comme nous l'avons voulu dès le départ. En matière de production, une nouvelle base industrielle actuellement en cours d'équipement devrait moderniser les méthodes de construction. C'est-à-dire que nous produisons aujourd'hui les immeubles comme des parpaings. C'est-à-dire qu'une fois décoffrés, nous n'avons pas à casser, il ne nous reste qu'à mettre des baies et autres. Et tout ça se fait en 5 jours. Et la base industrielle produit un appartement en 2 jours simplement. C'est pour vous dire que la SIC va rentrer dans la pleine production, au moins 1000 logements extensibles à 3000, 4000 logements par an. La SIC compte désormais aligner ses pratiques sur les standards internationaux, à l'image de son nouveau fleuron, la résidence Lomfundi, présentée à la presse ce 23 septembre. Un immeuble de 11 étages, comprenant 152 logements modernes, situé au quartier Hippodrome, en plein cœur de Yaoundé. Saviez-vous qu'il existe une journée dédiée à la paix dans le monde ? Le 21 septembre dernier, c'est dans les établissements scolaires que le Cameroun a décidé de la célébrer. Objectif, sensibiliser les élèves sur la dangerosité des discours de haine qui peuvent conduire au chaos. Notre reporter Jérès Azangué a suivi les équipes de sensibilisation dans un établissement scolaire secondaire. Voici son reportage. Nous disons non à la manipulation, au tribalisme, au travers de la violence, à la discrimination et à la stigmatisation. Ces mots doivent désormais être bannis dans le langage quotidien. Qui de mieux placé que des jeunes adolescents pour transmettre ce message dans leurs communautés respectives. J'ai retenu qu'il y a des valeurs que nous devions prôner, des valeurs telles que le vivre ensemble harmonieux, le respect des droits de l'homme et que nous devions mettre en avant
l'amour, la paix, la solidarité, la convivialité, parce que nous formons un seul pays. J'ai retenu que nous devons propager la paix, le vivre ensemble, l'harmonie, éviter les discours haineux, s'aimer entre nous, pour promouvoir un Cameroun meilleur. La paix de la vie humaine, le respect des droits de l'homme et de la dignité, la solidarité des peuples, la reconnaissance et la valorisation des cultures. J'ai retenu qu'il faut promouvoir la paix, éviter les discours de haine, éviter le tribalisme, faire des actions concrètes pour promouvoir la paix. Pour le député jeune, Youth Citoyen, principal orateur, l'accent a été mis sur les jeunes apprenants parce que c'est l'une des couches vulnérables de la population manipulable facilement. Il est donc urgent de leur inculquer des valeurs d'unité, de solidarité et de paix. Ceci dès leur plus jeune âge. Les discours de haine, c'est monnaie courante. Et beaucoup plus, la jeunesse, la génération qui est stigmatisée, c'est la nouvelle pépinière. Raison pour laquelle nous venons donc dans les établissements scolaires pour donner ces valeurs à ces enfants. Parce que ces enfants-là sont le relais dans des quartiers, des ambassadeurs. Donc on essaie de les sensibiliser pour leur donner un réarmement moral et civique dans les valeurs patriotiques et dans le respect des institutions républicaines. Alors vous savez, aujourd'hui, arriver au secondaire, les enfants sont très émancipés et veulent rivaliser peut-être avec des personnes, des aînés. Et étant au secondaire, certains sont à la porte du probatoire, du baccalauréat, et d'autres sont déjà prêts vers l'insertion socio-professionnelle. Raison pour laquelle on leur donne un réarmement moral pour les rendre responsables. Parce que vous voyez, dans notre société aujourd'hui, même des personnes bien positionnées dans la société s'intègrent déjà dans les discours de haine. Célébrée cette année sous le thème « Agissons pour un monde pacifique », la Journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre de chaque année. Elle est dédiée à la paix, particulièrement à l'absence de guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. Elle est célébrée depuis sa création en 1981. Dans un contexte sécuritaire tendu au nord et sud-ouest et à l'extrême nord du Cameroun, il serait important d'écouter les cris des victimes qui ne réclament que la paix, car la guerre n'a que trop duré. Et pour le responsable de cet établissement, Joël Ngansop, ce message de paix tombe à pic. En effet, les apprenants sont influencés par leur environnement immédiat. Malheureusement, ils répercutent ces messages de haine et de stigmatisation à l'école. C'est la raison pour laquelle des programmes de sensibilisation sont inclus dans les activités scolaires afin de barrer la route à ces fléaux. Nous l'écoutons dans cet extrait capté par Jirès Azangui. Ceci est un message permanent dans les salles de classe. Mais vous voyez, lorsqu'il y a une journée qui est dédiée à cela a plus d'impact. On a la chance d'avoir parmi nous des représentants du MINJEC, qui nous aident chaque fois, quand ils le peuvent, et bien de fois même, ça il faut le souligner, à rappeler les notions de civisme, de vivre ensemble et de cohésion sociale. Effectivement, lorsque je disais que ça tombe à point nommé, c'est parce que plusieurs fois déjà, j'ai eu particulièrement à entendre des discours de haine en disant ça c'est un Bamileke, ça c'est un Bassa. Ceci n'est pas dû au hasard parce que beaucoup d'enfants ici reflètent net ce qui se passe chez eux ou dans leur quartier. Local Malimba réinvente l'expérience de consommation des produits de la mer. Le 22 septembre dernier, la presse était conviée à la redécouverte de Malimba Poissonnerie Drive, un concept innovant qui allie poissonnerie et restauration au cœur de Douala. Dans cet espace hybride, l'océan se décline en produits frais issus des eaux camerounaises, à la fois à savourer sur place et ou à emporter. Une immersion gustative et locale qui bouscule les codes de la distribution halieutique tout en valorisant les richesses du terroir maritime national. Juliana Tada et Loïc Tegia pour plus de détails. Malimba, c'est d'abord un nom, celui d'un village côtier, dernier avant l'océan Atlantique, mais aussi l'un des plus riches en biodiversité halieutique du Cameroun. Un hommage que le promoteur a voulu rendre à ses racines, tout en mettant en lumière le potentiel inestimable de cette région.
Dans l'espace moderne Malimba Poissonnerie Drive, plus de 30 variétés de produits de pêche issus des côtes camerounaises sont proposés. Poissons, coquillages et crustacés, ici, la traçabilité est de mise. Je vends le filet de capitaine qui sort de tel endroit, qui est pêché tel jour, et voilà la traçabilité produit. Mais Malimba, ce n'est pas qu'une poissonnerie. C'est aussi un restaurant gastronomique qui propose aux fins gourmets de sublimer leur expérience par la dégustation immédiate des produits frais dans un cadre paradisiaque. Derrière ce concept innovant, un acteur engagé, le groupe Loté Consulting. À travers la fondation du groupe, Louis Deschamps-Lotin et Lessa exprime aussi sa vision sociale. Notre responsabilité sociale est exercée par notre fondation qui est une ONG. La fondation Lessa Lotin à statut ONG dont je suis président. Et c'est par cette fondation qu'on va appuyer la pêche locale, en l'équipant, en cherchant à les former, en garantissant le prix du commerce équitable, qui est déjà indexé à vos prix que je vous vends à Malimba. Ça veut dire que si demain, vous prenez un seul produit ici, vous avez financé ce programme de la fondation. Une fondation qui a à cœur d'améliorer les techniques des pêcheurs. L'objectif de Malimba, à travers sa fondation, c'est d'améliorer ce concept et de les aider à trouver des solutions plus importantes en allant chercher des subventions qui vont leur être attribuées en direct, pas à Malimba eux-mêmes, pour aider en fait à ce que la production ressorte et que ces pêcheurs soient concurrentiels. Malimba Poissonnerie Drive, c'est une promesse de développement durable au service des communautés de pêche. De la réclame à présent, la mine de fer de Bipindi Grand Zambie est entrée en activité, inaugurée le 22 septembre par le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce projet porté par la société G-Stone Resources SR représente un gisement évalué à 18 000 milliards de francs CFA. Il est censé avoir un impact positif sur l'économie camerounaise et générer de nombreux emplois. Reportage. Coupure du ruban symbolique et dévoilement de la stèle commémorative, ces clichés marquent l'inauguration de la mine de fer de Bipindi Grand Zambie le 22 septembre 2025 par Chief Dr Joseph John Goté, Premier ministre chef du gouvernement, représentant du chef de l'État. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de prendre la parole ce jour au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du projet d'exploitation de la mine de fer d'Akondo Bipindi Grand Zambie, exploitée par la société G-Stone Resources. 147 millions de tonnes de minerais de fer sont mises en évidence sur une portion de seulement 3 km du permis d'Acom 2. Après près de 15 ans d'investissement, suivant les règles de l'art, la filiale du groupe Bocom G-Stone Resources SA va désormais véritablement se lancer dans l'exploitation du fer tel que prévu par le décret présidentiel numéro 2022/524 du 29 novembre 2022. Par ma modeste voix, G-Stone Resources voudrait vous rassurer que toutes les opérations techniques l'ont été faites suivant les normes internationales en la matière, notamment la norme canadienne NI 4301, avec toutes les exigences de contrôle qualité qui nous permettent aujourd'hui de dire avec beaucoup de certitude et beaucoup de confiance que nous avons un minerai qui est exploitable. La première ligne d'exploitation va engager 1 million de tonnes de minerais de fer par an. Le projet est porté avec passion par l'homme d'affaires camerounais Dr Dieudonné Bougneux, un patriote soucieux de l'avenir des jeunes. Mon ambition, c'est la création d'emplois. Nous espérons d'ici 10 ans faire 25 000 emplois. Parce que nous nous posons toujours la question, ces enfants,
Comment on va faire pour que les enfants ne meurent plus dans les océans? Comment on va faire pour que ces enfants qui vont à l'école rentrent trouver le travail? Cette cérémonie historique pour le peuple camerounais a connu la présence d'un parterre de membres du gouvernement, des autorités de tous bords venus célébrer l'excellence entrepreneuriale. Ce projet constitue un tournant majeur pour notre territoire. Il symbolise l'ouverture d'une nouvelle ère de développement économique, de création d'emplois et de valorisation de nos ressources naturelles. Long de 47 km, le permis d'ACOM 2 compte environ 1,2 milliard de tonnes de fer disponibles. Les premiers concentrés de fer enrichis à plus de 62% seront exportés dès le mois d'octobre prochain. Présidentielle 2025, quand les fake news, mensonges, dénigrements et diffamations infestent le climat sociopolitique. Bien avant le début de cette année électorale, tous ces multiples dérapages et violations de la loi s'observent de plus en plus depuis la convocation des Camerounais aux urnes. Fait curieux, aucun des auteurs des infractions n'est puni. Pourtant, les textes en vigueur sont assez clairs. Pourquoi les autorités compétentes regardent sans agir? La lecture de Jean-Paul Chuniat. Bien avant la convocation du corps électoral, la publication de la liste des candidats autorisés à challenger le président sortant Paul Biya, le contentieux préélectoral et la pré-campagne, la désinformation en vue de la manipulation des masses étaient déjà lancés au sein de l'opinion depuis de longs mois. Le phénomène s'est répandu à grande amplitude sur les réseaux sociaux, y compris dans les médias classiques, à travers des débats radio-télévisés, pour dénigrer, stigmatiser et ternir l'image de certains acteurs politiques, des candidats au scrutin du 12 octobre et même des communautés. Avec le recours à l'intelligence artificielle et son spectre de fake news polluant la toile, on voit tout et entend tout avec des informations fabriquées de toutes pièces pour des tissus de médisance, diffamation et mensonges, dans l'intention affichée de désorienter carrément l'opinion. Plus grave, des cabinets noirs tapis dans l'ombre et leur long bras, des militants et communicants des partis politiques déversent de boules puantes, pris le plus souvent pour argent comptant au sein des masses, et qui entament l'honorabilité et la crédibilité des personnes et groupes ciblés. Les réseaux sociaux, champ d'expression par excellence de la plupart de toutes ces fausses informations. Des acteurs les plus insoupçonnés y agissent sous de faux profils à la finalité de manipuler les consciences. Des discours d'appel à la haine, des propos tribalistes, replis identitaires, même des insultes entre éminents universitaires. Que n'a-t-on pas vu et entendu dans un pays qui frôle quasiment le ridicule, sans que personne s'en émeuve? Pourtant, ce ne sont pas les lois qui font défaut. Pour réprimer tous les auteurs de ces écarts de comportement, jugés dangereux pour le vivre ensemble, la cohésion sociale et l'unité nationale. Avec la campagne électorale qui démarre ce samedi, ces basses manœuvres et pratiques dolosives, pour reprendre un contemporain, pourraient s'amplifier au fur et à mesure que l'on s'achemine vers la date fatidique du 12 octobre. Les lois existent, les autorités ont la compétence de leurs compétences pour les appliquer, mais observent sans rien dire. Conséquence, la diffamation, les fake news, la désinformation et le dénigrement se portent plutôt bien, surtout en cette période où tous les coups semblent permis dans chaque camp. D'une part pour conserver le pouvoir et de l'autre pour le conquérir, même en tirant sur les candidats concurrents face à un adversaire commun. Paul Biya du RDPC. Merci Jean-Paul Chuniat. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision, sur Radio Balafon, sur Balafon Télévision officielle, la page Facebook, sur le 922, le 515 du bouquet Canal+, le 747 du bouquet StarTime. On parle ce soir de la pré-campagne électorale sur fond de manipulation. C'est en marge de l'élection présidentielle qui s'annonce. Le rendez-vous, c'est le 12 octobre prochain. La campagne électorale, elle s'ouvre samedi 27 septembre prochain. Arlène Jo Poupa est avec nous ce soir. Elle représente le PCRN. Bonsoir Arlette, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Claude, à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être convié sur votre plateau. La Vague Orange se sent toujours heureuse d'être conviée sur le plateau de Balafon TV. Jean-Patrick Noutsa représente le SDF. Bonsoir Jean-Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir madame. Bonsoir à tous vos millions de
téléspectateurs et d'auditeurs. Et auditeurs. Vraiment très enchanté d'être dans votre studio. J'espère que vraiment les échanges seront conviviaux. Roland Tsapi, éditorialiste chez Balafon Média. Bonsoir Roland. Bonsoir Claude. On parle de ce vent de manipulation qui souffle, si on peut le qualifier ainsi, depuis le début de l'année, un peu plus depuis la convocation du corps électoral, des candidats à l'élection présidentielle, des hommes politiques subissent des attaques sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision. Le candidat du PCRN, Cabral Libi, il n'est pas épargné, Arlette Diop-Poupa. Effectivement, l'honorable Cabral Libi, comme la plupart des acteurs politiques, est très souvent victime d'un ensemble d'attaques personnelles qui vont de toute forme de mépris. Mais vous savez, ce serait très bénin de venir et de parler simplement de cette manipulation dont, en fait, les personnes elles-mêmes sont déjà manipulées. Si vous voulez parler de la manipulation au Cameroun, vous devez vraiment revenir dès les années 92, parce que c'est à partir de là que le peuple camerounais est tombé dans une forme de manipulation extrême. La manipulation donc, a commencé en 92 avec des choses comme... on a construit des mythes, notamment, vous avez le mot coalition qui est revenu incessamment. Beaucoup de Camerounais, par exemple, pensent que la coalition, c'est la candidature unique. Quand on parle de 92, très peu de Camerounais savent qu'en 92, par exemple, il y avait 14 candidats. Mais malgré 14 candidats, la coalition portée par John Fundi a pu s'imposer. Et aujourd'hui, les Camerounais associent le mot coalition à la candidature unique de l'opposition. Et généralement, lorsque vous avez des avis partagés dessus, vous êtes l'objet d'attaques et d'injures par ceux qui ne comprennent pas pourquoi vous parlez ainsi. Vous avez aussi un mythe qui est né de 92, c'est l'expression de ce que les vrais opposants sont ceux qui sortent du régime. Donc les anciens du régime sont devenus, dès 92, les porteurs de l'opposition et de la vraie opposition. Et vous allez donc voir que la vulgate qui est autour de ces types d'opposants, c'est généralement que ce sont soit des opposants sérieux, ce sont des opposants qui n'ont plus faim, ce sont des opposants qui ont de l'expérience. Maintenant, à contrario, vous allez vous rendre compte que les opposants qui, eux, comme l'honorable Cabral Libi, oui, sont des opposants qui sont allés conquérir le suffrage universel, c'est-à-dire qu'ils se sont fait élire par le peuple. Eux, on va leur traiter d'opposants du système. C'est d'ailleurs ce qui revient à chaque fois. Exactement, opposants du système, ce sont des traîtres, ce sont des pions, ce sont des coignes. C'est généralement ces expressions qui sont autour des opposants comme Cabral Libi. On va vous dire que c'est quelqu'un qui a faim, c'est un affamé. C'est généralement, et c'est le cas de Cabral Libi, Joshua, Matomba. On parle parfois d'opposition du ventre. Exactement. Vous voyez, c'est cette opposition-là. Et maintenant, on va aussi peut-être vous dire qu'ils sont inexpérimentés, à contrario de ceux qui sortent du régime. Donc, vous voyez comment, en fait, l'objectif derrière, il y a une manipulation derrière qui est faite, c'est de mettre dans l'esprit de tous les Camerounais que Paul Biya est la mesure, en fait, est le baromètre de la politique au Cameroun. Pourquoi? Parce que les opposants qui sont censés être crédibles, ce sont des opposants que Paul Biya a donné du crédit. Les opposants qui sont censés être expérimentés, c'est Paul Biya qui les a donné l'expérience. Les opposants qui sont censés ne plus avoir faim, c'est parce qu'ils ont travaillé pour le régime de Biya qu'ils n'ont plus faim. Et donc, derrière ça, en fait, il y a cette volonté, justement, de manipuler l'esprit des gens pour qu'ils restent toujours accrochés. Parce que dès l'instant où Paul Biya a choisi son adversaire, quelqu'un à qui il a donné du crédit, quelqu'un à qui il a sorti de la pauvreté, quelqu'un à qui il a donné de l'expérience, en réalité, il reste au-dessus. Et vous voyez donc, malheureusement, ceux qui ne comprennent pas ce schéma, ce message subliminal qu'il renvoie en réalité, vont donc se heurter, vont justement jouer le jeu en fait du manipulateur principal et vont agresser ceux des hommes politiques qui, eux,
ont construit leur histoire politique à travers le suffrage universel. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Jean-Patrick Noucha, Arlène Job parle d'un problème qui date. Un problème qui date qu'on enregistre depuis les années 92, l'élection de 92. Par le passé, est-ce que le chairman, l'ancien Ni John Fundi, de son vivant, avait été victime de la même cabale que celle que subit Joshua aussi, candidat du SDF à l'élection présidentielle de cette année? Oui, Madame Claude. Vraiment, le chairman Fundi a été victime de tout ça aussi. Moi, je pense que le chairman aussi, lui, il a porté le plus lourd fardeau de cette haine, de ces insultes. Déjà, avec le chairman, vous avez constaté que avec sa puissance, son énergie, son combat qu'il a mené contre le régime RDPC, il a fallu que le laboratoire entre en action pour essayer de trouver des formules pour faire ce qu'ils ont fait, pour dire tout ce qu'ils ont dit contre le chairman. Vous voyez, par exemple, les gens vont vous expliquer que le chairman Fundi, il dort à étudier, puis le jour, il est opposant. Vous comprenez que c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais depuis 2018, vous allez remarquer que avec l'avènement du chairman Joshua aussi, la configuration a changé parce qu'on a constaté que le SDF était un parti constant, le SDF était un parti très sérieux. Le SDF avait une histoire de combat irréfutable que les gens ne trouvaient pas des formules pour le déraciner. Alors ils ont monté des histoires. Si vous vous rappelez de l'intervention du chairman aussi, ici dans votre chaîne. Sur Radio Balafon. Sur Balafon, oui. Bon, vous avez constaté qu'il a mis à défi tous les Camerounais, de lui apporter la preuve de ce qu'il a partisé avec. Il a effectué réalisé des marchés avec l'État du Cameroun. Bon, à ce jour, personne n'a apporté un justif. Bon, par contre, quand vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez toujours rendre compte que ces mots reviennent. Les insultes, je ne sais pas comment des intellectuels arrivent à éviter le débat intellectuel et passer plutôt à des insultes. Bon. Je voulais vous demander, Jean-Patrick Noucha, est-ce que ça va au-delà des réseaux sociaux? Oui. Il a été victime d'attaques verbales, d'attaques physiques même? Non, pas d'attaques physiques, verbales surtout. Parce que, à mon avis, l'attaque verbale... Sur le terrain? Oui. Sur le terrain et puis dans les réseaux sociaux surtout. Voilà, donc je crois qu'il a même porté plainte par rapport à toutes ces insultes, à toutes ces accusations. Et à ce jour, les gens sont... le parti est au tribunal avec eux. Voilà. Roland Tapi, on parle de ces attaques que subissent les candidats à l'élection présidentielle, les hommes politiques de manière générale, mais un peu plus les candidats à l'élection présidentielle. Lorsqu'on ouvre nos téléphones, notamment sur un réseau social comme Facebook, difficile de ne pas tomber sur un post qui s'attaque directement à un candidat qui ne parle pas forcément du programme de ce candidat, mais peut-être de l'apparence physique, du passé politique, du candidat, ainsi de suite. Est-ce que c'est une stratégie courante, habituelle, en période électorale? Disons que... Bon, si ça peut être considéré comme une stratégie, évidemment. Oui, forcément, c'est une stratégie. C'est une stratégie qui n'est pas isolée de toute façon. Parce que si on doit parler de manipulation, en réalité, il faut déjà comprendre et dire à tout le monde que la politique, dans l'ensemble, n'est que manipulation. Globalement, la politique a pour essence, c'est-à-dire la manipulation est consubstantielle à la politique.
C'est une technique de manipulation des masses, ce qu'on appelle politique globalement. Et vu comme cela, personne n'y échappe. Quand je dis bien politique, ça veut dire que ce soit des acteurs politiques, que ce soit ceux qui subissent même les actions des acteurs politiques. Et en période de campagne comme ça, vous allez constater que la campagne électorale qui va s'ouvrir bientôt, et même avant ça, la pré-campagne, est essentiellement basée sur la manipulation. Et cette manipulation se fait de plusieurs ordres, de plusieurs façons. Je vais prendre l'exemple de l'image, par exemple. Quand on voit, par exemple, un candidat à l'élection présidentielle qui est assis au milieu des enfants quelque part dans le nord qui ont pour habitude d'être assis. Il est assis avec à même le sol, bien habillé en pantalon. En fait, il est en train de vouloir laisser passer un message selon lequel il s'identifie à ces enfants-là. Ou bien un candidat qui est en train de marcher les pieds nus dans la boue, c'est-à-dire que dans un quartier qui est généralement inondé. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de vouloir s'identifier. Enfin, il laisse entendre aux populations qui s'identifient à ceux qui habitent là-dedans. En fait, il est en train de les manipuler. La manipulation, c'est quoi? C'est toute action qui mène qui tend à orienter, à influencer la pensée, la réflexion des uns et des autres. Mais là, et Roland, vu sous cet angle-là, on parle d'injures, de diffamation. Est-ce qu'il n'y a pas une limite entre les injures, la diffamation et la manipulation elle-même qu'on connaît tous? J'en viens donc. J'étais en train de dire que déjà, si on comprend la manipulation dans l'ensemble comme étant vraiment quelque chose de consubstantiel à la politique, vous allez comprendre que plus loin, ce que vous appelez manipulation là n'est que une des activités qui est menée dans le but de manipuler, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fake news, tout ce que vous dites qu'on trouve dans les réseaux sociaux là. Et ça, personne n'est à l'abri de cela. Et ça, tout le monde est coupable de ça. Parce que et le parti au pouvoir et les partis de l'opposition, eux tous passent le temps à, à créer des fake news et autres qu'ils infiltrent dans les réseaux sociaux au fin justement de manipuler les populations en les discréditant, en essayant d'encenser d'autres, ainsi de suite, en fonction de ce que chacun veut. Et les attaques qu'on a dans les réseaux sociaux visent justement à soit à monter les populations contre un candidat, soit à vous faire croire que tel candidat que vous voyez là, il est déjà en connivence avec tel autre, soit pour dire que tel candidat a déjà écrit à tel autre pour négocier telle chose. Ça se voit dans les réseaux sociaux. Et c'est de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre parce que justement, ça fait partie des éléments utilisés dans une période comme celle-ci. Même en dehors des périodes de campagne, chacun veut tout simplement s'assurer que, autant que faire se peut, l'autre perd des points par rapport à lui, pendant que lui est en train de gagner. Et en 2018 déjà, il y a un parti politique qui est allé jusqu'à dénoncer, avoir découvert que le parti au pouvoir, par exemple, avait créé des officines, recruté des jeunes informaticiens dont le but, justement, c'est de créer des fake news pour distiller dans les réseaux sociaux, pour attaquer tel, faire croire que tel a dit ceci ou cela. Donc, en politique, c'est tout à fait normal. Là où le bas blesse, c'est quand on commence à les utiliser de manière abusive au point d'attaquer les individus dans leur vie privée et autres. Mais autrement, on ne peut pas faire la politique sans manipulation. On ne peut pas extraire ces fake news et autres qu'on voit dans les réseaux sociaux là, de la politique. Mais ce qui doit se passer, c'est que c'est pour ça que les partis politiques ont ce qu'on appelle les cellules de communication, qui doivent être en alerte justement pour détecter tout ça et faire des contre-communiqués pour dire que ce que vous voyez là, ça ne vient pas de nous. Récemment, on a eu un exemple ici. Actuellement, il y a beaucoup de fake. Effectivement. Et c'est pour cela que maintenant, même au sein des corporations, des journalistes, il y a de plus en plus de formations pour détecter, le fact-checking, pour détecter ce qui est vrai ou pas de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Sauf que ça, c'est pour les journalistes. Mais l'opinion n'a pas le temps de vérifier tout ça. Quand ça entre, lui commence à balancer que non, voilà, c'est telle chose, tel est en train de, vous êtes même en train de parler de tel comme ça, alors qu'il est déjà à tel endroit, voici, j'ai une image ici, voici. Et la chose aujourd'hui aggravée avec l'intelligence artificielle avec laquelle on fabrique tout, même des vidéos, des films.
on vous met ensemble en train de causer alors que vous n'êtes jamais rencontrés. Et le directeur du cabinet civil a été victime Tout de récemment, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Où on le voit accroupi, presque en train de saluer le président de la République. Pourtant, ce n'est pas une image réelle. Tout à fait. Donc, et c'est des gens qui sont assis derrière pour fabriquer des choses comme ça, là, au fin de manipuler, pour laisser croire que non, voilà ce qui est en train de se passer au palais, alors qu'il n'en est rien. Arlène Dior, lorsque je demandais tout à l'heure à Jean-Patrick Nouchat si ces attaques vont au-delà des réseaux sociaux, je vous ai vu réagir. Est-ce que le candidat du PCRN, Cabral Libye, a déjà été victime d'agressions, de violences verbales sur le terrain, de ces personnes-là qui l'attaquent, l'insultent sur les réseaux sociaux et n'hésitent pas à l'affronter directement sur le terrain lors de ces tournées? La particularité du virtuel, c'est que les gens sont extrêmement violents, mais une fois qu'ils sont en face de la personne, quand même les gentils. Beaucoup se dégonflent. Mais en fait, pourquoi je souriais, c'est peut-être parce que en 2018, justement, j'avais des faits historiques que nous, on a vécu. Parce que généralement, vous savez, les acteurs politiques sont souvent au sommet là-bas. Ils sont, comme je vous ai dit, quand les autres arrivent, ils se dégonflent. Mais nous qui sommes sur le terrain et nous qui sommes au contact, vous imaginez, lorsqu'en 2018, par exemple, il y a une photo de Cabral qui circule où il est à l'aéroport et les gens disent « il a pris votre argent, il est parti, il est en train de partir aux États-Unis » Bon, vous avez convaincu des voisins, des amis de contribuer pour sa campagne. Et quand ces voisins et vos amis vous voient, ils vous disent « Cabral a fui avec mon argent », c'est vous qui les attaquez. C'est ça le problème justement avec ce que les gens montrent. C'est que ce n'est pas forcément les leaders politiques qui sont souvent les premières victimes, mais c'est souvent en arrière-plan les équipes qui, elles, sont des acteurs sociaux, des jeunes qui travaillent au quotidien et qui s'exposent au quotidien. C'est elles qui reçoivent en fait la remontée en fait de tout ce qui est souvent, très souvent monté. Et c'est vrai que en 2019, ils ont même essayé à un moment de dire qu'ils vont interdire à Cabral Libye d'aller à l'étranger. Et bon, malheureusement, c'était justement des montages. Mais la réalité, je voulais juste faire une petite précision. J'ai suivi parler de... J'ai eu franchement l'impression qu'on voulait normaliser la manipulation. Oui, il y a de la manipulation, mais il faut faire le distinguo avec l'influence. Parce qu'effectivement, l'influence veut aussi faire bouger, attirer les gens vers nous, démontrer que oui, là, on peut comprendre que les acteurs pensent à créer des choses qui aillent pour démontrer en fait qu'ils sont de bonne foi ou bien même démontrer un certain nombre de choses. Mais la manipulation ne s'arrête pas simplement à l'influence. Il y a derrière ça des stratégies qui visent à ternir l'autre, voire à créer des montages, à vouloir parfois même emprisonner. Il y a tellement de choses qui sont souvent montées que vous ne pouvez même pas imaginer le niveau de manipulation de l'information. Mais n'est-ce pas de bonne guerre, comme le disait Roland Sapi? Naturellement que c'est de bonne guerre. C'est pour cela que vous avez vu sur les réseaux sociaux, après 2018, après qu'on se soit fait attaquer, comme on s'est fait attaquer, vous avez vu que le PCRN a commencé à réagir sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, on a compris qu'il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter d'être toujours dans d'être débonnaire. Mais non, si tu frappes, on frappe x2. Et c'est comme ça que tu comprends. Là, maintenant, tu comprends qu'en face de toi, il y a un adversaire sérieux et solide. Mais pendant que vous êtes dans la logique de la réaction toujours, vous avez toujours des gens qui ne connaissent pas, qui ne se donnent pas des limites. Parce que c'est aussi là où il y a un souci. C'est qu'on reste dans l'attaque peut-être de dénigrement, c'est normal, c'est logique. Mais lorsqu'on veut, par exemple, monter des communautés entre elles, monter des fake news qui veulent aujourd'hui démontrer, par exemple, que telle communauté attaque une autre communauté, là, c'est pour créer de la haine, créer de la division, créer vraiment entre nous une guerre qui n'a pas de sens. Et là, à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment qu'il faut frapper parce qu'on ne peut pas laisser justement que des esprits débonnaires ou bien des stratèges dans les partis simplement fassent ce qu'ils veulent. Entre-temps, les populations sont les premières victimes. Vous dites que vous frappez. Frapper là, ça renvoie à quoi? Réagir immédiatement, mettre également vos camarades, des militants du parti en alerte sur les réseaux sociaux pour réagir immédiatement, être sous chaque publication, ainsi de suite.
Bien sûr qu'on a des cellules de veille communicationnelle qui nous annoncent, qui nous alertent. Vous avez actuellement, avant que je n'entre en studio, il y a un influenceur qui vient de partager une vidéo comme quoi les militants du PCRN en 2000 ont arrêté les militants du MSC pour les mettre en prison. Là, il vous a encore sorti une vidéo d'une bagarre et il dit que ce sont les militants. Je ne sais pas comment lui fait pour reconnaître les militants. Moi-même qui suis militante depuis, je ne reconnais personne. Mais lui, eux, ils ont fait tout. Mais ils vous disent que ce sont les militants. Mais ce sont des choses qui sont en train de se balader. Vous voyez, si j'ai l'information en entrant au studio, ça veut dire qu'en fait, il y a une véritable veille communicationnelle pour réagir. Malheureusement, on ne peut pas réagir à tout. Et c'est ce qui fait en sorte que la plupart des Camerounais qui sont là ont des fausses images. Et c'est pour ça que nous demandons toujours aux citoyens qui nous écoutent d'aller écouter les bonnes versions. Il faut qu'on sorte justement de cette boue, de ces différentes bagarres et guéguerres qui font partie en fait du jeu politique. Il est légitime que dans le jeu politique, on se donne des coups bas. C'est légitime. Maintenant, il faut aller au-delà parce qu'il s'agit quand même du Cameroun. Et on devrait normalement, quand on parle d'un pays, quand on parle d'un État, les choses qui devraient vraiment primer, c'est des propositions, c'est des idées, c'est des programmes politiques. Mais vous allez vous rendre compte qu'on va vous parler des gens, mais vous ne connaissez pas leur programme. Vous savez juste que c'est eux les number one. Simplement parce qu'on a construit une image autour d'eux, parce qu'on a voulu effectivement faire de la haute manipulation. Et c'est sur ça que beaucoup de personnes s'amusent encore. Jean-Patrick Noucha, Arlène Jo parlait tout à l'heure de réaction immédiate. Est-ce que les hommes politiques, les candidats actuellement ne sont pas eux-mêmes responsables de ce qu'ils subissent sur le terrain? Il y a des candidats, des hommes politiques qui sont très absents des réseaux sociaux, qui n'ont peut-être pas des comptes à jour, ne réagissent pas, ne publient rien, ne partagent pas leurs activités sur le terrain, ainsi de suite. Donc, laisse la place à tout cela, à ces lanceurs d'alerte, à ces lanceurs d'alerte, de créer autant d'histoires autour d'eux. SDF, par exemple... l'électorat et le peuple camerounais. Il démarre son 4e périple national. Le 8e projet, il a fait le tour du Cameroun. Votre micro, s'il vous plaît. Allumez votre micro. Voilà, oui, allez-y. Alors, ok. Alors, je disais que nous avons privilégié le porte-à-porte, la descente sur le terrain pour parler aux militants. Bon, maintenant, avec les réseaux sociaux, vous savez, on est au 21e siècle, avec l'aide de la haute communication, les réseaux sociaux, le digital, tout ça. Bon, le SDF ne peut pas rester en retrait? Oui, en retrait de cette, évolution. Alors, nous, on réagit, c'est vrai. On essaie de réagir par rapport à tous ces fake news, à tous ces trucs qui mettent à mal notre parti. Parce que le SDF a vraiment des soucis. Je ne sais pas qu'est-ce que le SDF va faire à certains Camerounais, mais je remarque tout simplement que il y a un problème qui dérange beaucoup de certains Camerounais. Pas que tous les Camerounais, mais une bonne partie des Camerounais qui aimeraient tirer le parti plutôt en arrière. Je pense que c'est à cause de sa constance, à cause de son historicité, parce que le SDF est un parti historique, un parti de combat, un parti... vous vous souvenez, en 90, c'est grâce au SDF qu'on a eu tout ce qu'on a eu, la démocratie jusqu'à ce jour. Donc, je ne sais pas. À mon avis, c'est les réseaux sociaux, comment on appelle ça, les cabinets noirs du régime, accompagnés de tous ces collabos. Bon, ils sont nombreux. Bon,
qui font tout ça pour essayer d'éterniser l'image du SDF. Vous pensez que le SDF est le seul parti, est la seule cible de ces attaques-là? Non, le SDF et son le candidat? SDF n'est pas la seule cible. Parce que vous disiez tout à l'heure que vous ne savez pas ce que les gens veulent au SDF. Oui. Excusez le Comme terme. si c'est le seul parti qui subit ces attaques. Non, il n'est pas le seul parti qui subit ces attaques. Mais le SDF a cette particularité qu'il est un parti historique, qu'il a des choses, qu'il a des atouts que certains partis n'ont pas. C'est un parti qui est organisé, le SDF est très bien organisé, très bien implanté, très bien structuré. Il est cohérent, constant, sérieux. Du coup, les gens voient ça en mal. Les gens ne comprennent pas comment depuis que on est en démocratie, on n'a jamais vu un ministre SDF avec le régime. Bon, il fabrique les ministères de nuit pour le SDF. Et puis, voilà, vous comprenez ce que j'explique. Parce que, imaginez, madame, permettez, oui, allez-y. Vous vous rendez compte que les gens vous expliquent que la nuit, l'honorable Joshua, il a étudié avec Paul Biya et que le jour, il est opposant. Vous imaginez que quand on explique des choses comme ça, comment on ne peut pas se marier? C'est terrible. Bon, donc, quand on raconte des trucs comme ça, bon, vous comprenez que les gens sont dans la logique de détruire les SDF, bon, pour des raisons qu'eux seuls ils connaissent. Mais est-ce que le SDF communique assez? On sait qu'en l'absence d'information, la désinformation s'installe. Hein? Est-ce que le SDF réagit suffisamment comme le fait le PCRN, selon Arlette Joe? Oui, on réagit, madame. Déjà, la dernière fois, vous avez invité le premier vice-président, le Dr Cardeux. Le chairman lui-même, la personne était sur ce même plateau. Il a essayé d'expliquer. C'est vrai qu'il y a des médias qui font tout pour certains médias, je ne vais pas nommer. Donc je vous félicite, je vous rends, j'apprécie déjà vos invitations à l'endroit du SDF. Donc ça nous permet quand même de nous faire voir, d'avoir une vitrine pour expliquer nos situations. Roland Tapi, je demandais tout à l'heure à Jean-Patrick Noucha si les candidats et les partis eux-mêmes ne sont pas en quelque sorte responsables de ce qu'ils subissent. On est d'accord qu'il y a des partis politiques qui ne communiquent pas, qui ne savent pas se défendre sur les réseaux sociaux. Avec l'évolution numérique, il disait tout à l'heure qu'ils sont sur le terrain, ils font le porte-à-porte et tout. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de mettre l'accent sur une communication digitale, sur l'information même à travers les médias sociaux, les nouveaux médias? Bien entendu, les partis politiques ont une obligation. Malheureusement, il en est de la politique au Cameroun, comme beaucoup d'autres secteurs où on est toujours à la traîne. On ne se rend pas compte qu'il faut rapidement rattraper le développement, la marche du monde et se mettre à jour par rapport à un certain nombre de choses. C'est vraiment un problème sérieux. Quand vous discutez même avec ceux qui se présentent comme des responsables de communication de certains partis politiques, vous vous rendez compte que il n'y a même pas le minimum. Parce que rendez-vous compte, à une période comme celle-ci, de campagne électorale, je ne sais pas si à Balafon, par exemple, on a déjà reçu des images officielles des candidats. Des images officielles. C'est-à-dire que les images que les candidats eux-mêmes ont préparées et envoient à tous les médias pour dire que, bon, pour cette campagne, voici les images que nous voulons qu'elles soient utilisées dans vos émissions et autres. Parce qu'il s'agit de leur image. Vous n'en verrez pas. Vous n'en verrez pas. Et quand on a autant de lacunes de communication, déjà pour soi-même, vous comprenez que parfois on doit être victime de ceux qui sont un peu proactifs dans ce domaine. Il faut sortir les images d'archives. Des images d'archives qui viennent, qui prennent même le dessus parce qu'effectivement sur la place même publique, sur le moment, il n'y a pas des images actualisées des candidats. Je ne sais pas si le STF a déjà des images officielles de son candidat distribuées. Je ne sais pas si le PCN a déjà des images officielles de son candidat distribuées officiellement, c'est-à-dire que vraiment venir dire que voilà les images dans un média, les images de notre candidat que nous souhaitons que vous utilisiez. Et ça, c'est pas, comment dire,
de la faveur qu'on fait aux médias à ce moment-là, parce qu'en même temps, quand vous demandez à des partis politiques de participer à des émissions de débat pour communiquer, parfois ils font comme si c'est des faveurs que vous êtes en train de faire. Alors qu'en réalité, dans un contexte pareil, les médias, les rédactions des médias devraient être sursollicités par ces candidats-là qui sont en train de dire, OK, est-ce que pour tel, vous pouvez. On n'en voit pas beaucoup. C'est un problème de communication. Effectivement, ce déficit de communication laisse place à quoi? À cette désinformation, à cette manipulation qui est partout. Ce qui est dommage pour le Cameroun, c'est qu'en réalité, on a déplacé l'activité politique. On a déplacé le débat des visions qu'on devrait présenter sur des personnes et des autres partis politiques. On est même arrivé à un moment donné à parler au Cameroun, même maintenant, de l'opposition de l'opposition. C'est-à-dire que les partis de l'opposition ne sont plus là en réalité pour faire ce que un parti politique est supposé faire, c'est-à-dire la conquête du pouvoir. C'est-à-dire que quand on crée un parti politique, en principe, c'est pour chercher à conquérir le pouvoir. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'autres partis qui ont été créés juste pour nuire à d'autres partis au vu du flux d'informations qui sont créées et envoyées pour discréditer tel ou tel autre parti. C'est malheureux parce qu'effectivement, ça distrait tous ces partis-là. Les gens, au lieu... Ça distrait même les disait tantôt qu'ils ont été obligés à un moment donné de commencer à réagir. Le temps qu'on réagit là, c'est le temps qu'on devrait mettre à réfléchir sur autre chose pour descendre sur le terrain ou bien pour que le parti grandisse. Mais on est obligé, à un moment donné, de laisser les autres choses pour se consacrer aux réactions des attaques qui viennent de l'extérieur. Et c'est dommage. C'est vrai que la politique est manipulation, mais ailleurs, il y a manipulation, mais une manipulation saine. Une manipulation saine qui, c'est-à-dire que si je suis en concurrence avec tel ou tel autre parti pour tel poste, que de créer des fausses informations, que d'envoyer des faux messages et des fausses images, il y a des personnes qui, justement, s'appuient plutôt sur l'histoire ou bien sur l'historique d'un candidat et partent effectivement sortir des choses qui ont existé pour les mettre sur la place à un moment, effectivement, pour essayer de noircir le candidat. À ce moment-là, on ne peut pas parler. On parle de manipulation, mais d'une manipulation saine. C'est-à-dire que si vous êtes en face de moi, un candidat, on est en train de chercher à conquérir une mairie, quelque part comme ça, et que je sais qu'il y a 6 ans, vous étiez mêlé dans une histoire de détournement de fonds publics dans la gestion de telle chose, c'est de bon ton qu'on mette ça sur la place publique parce que... Mais là où le bas blesse, c'est qu'on sort des histoires qui n'existent pas, nulle part. Monter de toutes pièces. Monter de toutes pièces. Oui. Et on demande au parti de se défendre. De toute façon, si les partis ne se défendent pas, l'opinion va retenir ça. En même temps, les partis n'ont pas le choix, Alain Joe. Alors, on est obligé de réagir, c'est par rapport à notre réaction. Donc, si on était resté dans la... Elle n'est pas toujours mauvaise, la manipulation. Quand elle est saine, comme j'ai dit tantôt. Parce que vous allez voir ailleurs, dans d'autres pays. Je peux prendre l'exemple des États-Unis, par exemple. À un moment donné, Bill Clinton, qui était président des États-Unis, on a dû sortir une affaire avec sa secrétaire, l'affaire Lewinsky, en disant qu'il avait des relations intimes avec sa secrétaire dans son bureau. Et ceux qui l'ont dit ont sorti des preuves, tout simplement parce qu'ils s'étaient bien arrangés avant à avoir toutes ces preuves. Ils l'ont sorti à quel moment? Au moment où il était en train de vouloir postuler pour un deuxième mandat. Ça, on n'a pas fabriqué. Ça existe et des gens ont utilisé ça contre lui et c'est de bon ton. Avec des preuves. Avec des preuves, évidemment. C'est pour ça qu'il a dû demander des excuses à sa femme qui l'a soutenu pour dire que non, il reste mon mari et tout. On a également vu cette affaire-là en France quand, à un moment donné, c'était Dominique Strauss-Kahn qui était directeur du FMI à l'époque. C'était en 2011, justement. Et il avait des intentions de revenir être candidat en France pour son pays. On a tout fait pour sortir une affaire selon laquelle une femme de chambre, Nafissatou Diallo, l'accusait de l'avoir harcelé. C'est des choses qui sont vraies et hautes et on les utilise comme des armes, quoi.
contre des candidats à des moments donnés. Tout ça, c'est de la manipulation pour obtenir, enfin, pour se faire mieux voir que celui qui est en face, dit que celui qui veut se présenter là est plutôt mauvais. Mais ici, chez nous, malheureusement... Vous allez sortir, Roland Tapi. Malheureusement, chez nous, même comme il y a des faits réels qui existent, qu'on peut prouver, on les utilise moins, mais on passe plus de temps à en fabriquer pour mettre sur le compte de tel ou tel parti, de tel ou tel candidat, de tel ou tel homme politique, pour essayer de le discuter. C'est là où c'est pas bon. C'est là où ça devient malsain. Et c'est là où, effectivement, il faudrait plus une culture politique qu'autre chose. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne à la fin qu'il faut faire la différence entre l'homme politique et un individu privé. Vous pouvez attaquer les hommes politiques sur le terrain, sur leur travail, sur leur bilan et autres, mais éviter d'aller aussi loin que de commencer à attaquer leur vie privée par des choses qui n'existent même pas. C'est là où tout ça... Voilà. De leurs enfants, ainsi de suite. Arlène Jo, est-ce que tout ça a un impact actuellement pour le cas du PCRN? Est-ce que ça a véritablement un impact sur les activités de votre candidat, sur l'image même du candidat? Parce que c'est important pour un candidat, surtout à l'élection présidentielle, d'avoir, entre guillemets, une belle image. Est-ce que ça a véritablement un impact sur cela? Le fait qu'il y ait ces fake news qui circulent, ces deepfakes générés par l'intelligence artificielle? Alors, l'impact, c'est beaucoup plus dans le temps que nous prenons pour conquérir les citoyens, parce que je me souviens encore d'une vidéo que des camarades nous ont mis, de l'étranger qui nous ont mis. Ils étaient en train de faire une sensibilisation et quelqu'un leur a dit, mais voici la vidéo de Cabral qui a fait ci. Vous prenez du temps. Parce que d'abord, vous remarquez, c'est même pas d'abord sa voix, mais ça a déjà été diffusé et les gens croient vraiment que c'est ça et ils vous agressent parfois. Et vous prenez du temps pour essayer d'expliquer les choses de manière plus claire, pour leur dire non, c'est du montage, c'est un fake, voici ce qu'on pense, voici. Et là, ça vous demande beaucoup plus d'énergie. Et il y a eu une volonté, effectivement, de vouloir ternir l'image. Je vous ai expliqué... La crédibilité même. Effectivement, je vous ai expliqué dès le départ qu'on a voulu construire autour des candidats, des candidats, notamment ceux qui passent le temps ou leur vie à demander le suffrage universel, on a voulu construire derrière eux des termes bien spécifiques. Et on joue sur la peur de l'électeur. Parce que vous savez, les Camerounais ont tellement besoin de changement. Mais le problème avec le changement, c'est comme un enfant qui se prépare à aller à un examen. C'est-à-dire, vous vous préparez, mais la veille, vous commencez à paniquer. Vous oubliez tout. Vous dites que vous ne savez même écrire votre nom. Vous ne savez plus comment écrire votre nom. Et c'est sur ça, en fait, que les gens jouent. C'est sur des peurs. Ils profitent donc de la peur. De la peur que le citoyen a de l'homme politique, la peur que le citoyen a d'un acteur politique, parce qu'il a vu depuis des années des montages et des montages. On joue donc sur cette peur-là pour amener l'électeur à parfois travestir même sa volonté de changement. Parce que si vous demandez à tout citoyen aujourd'hui, si vous voulez le changement, quel type de changement vous voulez concrètement, tout le monde vous dira, je veux qu'on change tout. Je veux que cette génération-là, il s'en aille et qu'on ait une nouvelle génération. Mais si vous leur parlez justement de la nouvelle génération d'acteurs, ils vont vous dire, ah, ce ne sont pas des acteurs crédibles. Ce sont des pions. Voilà, ce sont des pions. Voilà, on va toujours construire des choses. Pourquoi? Parce que, en fait, tout ça, c'est au service du RDPC. La réalité, c'est celle-là. Parce qu'ils ont besoin de toujours démérer le baromètre. Est-ce que c'est seulement au service du RDPC? Il y a des partis à qui ça profite. Des candidats même, de l'opposition. On parle, moi je dis toujours, laissons les manipuler, continuer à être manipulés, parce qu'ils sont simplement manipulés. Au fond là, Paul Biya est président depuis 43 ans. Il est élu tous les 7 ans. Et ça fait depuis 30 ans. Or, si vous demandez aux Camerounais sincèrement s'ils veulent le Paul Biya, ils vous diront non. Donc, ça veut dire que le problème, la constance, c'est de ce côté. Maintenant, les acteurs politiques de l'opposition qui utilisent ces méthodes parce qu'effectivement, ils veulent exister, pour moi, c'est juste des égarés. Et c'est juste aussi une stratégie qui profite fondamentalement au RDPC. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que c'est toujours intéressant que les acteurs de l'opposition soient toujours en train de se battre. Ils soient toujours en train de se battre. Et surtout, c'est intéressant pour eux de créer même des opposants
de leur calibre pour pouvoir justement les battre et dire à la fin que non, nous sommes les plus puissants. Là, ça fait aussi partie de la manipulation qui existe. On ne peut pas... Parce que pour pouvoir faire 43 ans, vous devez développer des stratégies pour conserver le pouvoir. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'on ne doit pas, dans la démarche de manipulation, enlever aux citoyens sa responsabilité. Et c'est le message essentiel que le candidat Cabral Libye passe toujours son temps à dire. Peu importe le niveau de racontage et de mépris qu'on peut avoir à l'égard de moi ou de quiconque, la réalité, c'est que c'est vous qui avez le pouvoir de déterminer si oui ou non, effectivement, vous voulez le changement. Maintenant, le crime qu'il a commis, c'est d'avoir été choisi par les électeurs d'Union Ekele. C'est ça qui a fait de lui un député. Bon, beaucoup vont essayer d'utiliser ça pour vous dire que non, en fait, on va taper dessus. Parce qu'en fait, c'est un acteur qui a convaincu des gens. On le présente comme le président des Bassa. Par exemple, c'est la démarche chez les communautaires et ça fait partie justement du construit. Mais la réalité, c'est que vous suivez l'actualité de Cabral Libye aujourd'hui. Il est en train de faire des tournées un peu de partout dans le Cameroun. Ceux qui le reçoivent à Kaïkaï, ce sont les Bassa de Kaïkaï. Ceux qui le reçoivent, qui vont le recevoir le 25 septembre dans le Noun, ce sont les Bassa du Noun. Ceux qui vont le recevoir le 28 septembre ici à Douala, ce sont les Bassa de Douala. En fait, la réalité, c'est que vous êtes un acteur politique, il faut le dire, et Cabral l'a toujours dit, dès 2018, lorsque on sort de l'élection présidentielle et qu'il y a cette grand-gaine qu'on nous balance parce qu'on veut créer des divisions, il dit au Cameroun, il y a deux tribus. La tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui souffrent. Dans la tribu de ceux qui mangent, il y a les Bassa, il y a les Bamileke, il y a les Beti, il y a tout le monde. Dans la tribu de ceux qui souffrent, il y a les Bassa, il y a les Bamileke, il y a les Beti. Donc, nous tous, nous souffrons, il y en a aussi qui profitent de cela. Et on va toujours essayer de réduire de manière communautaire les acteurs politiques. Mais maintenant, quelle est la stratégie que vous mettez en avant pour sortir de là? Cabral Libye a toujours eu un discours qui tendait à dire aux Camerounais, moi, la politique telle que je la conçois, c'est une politique d'abord des idées. C'est pour cela que depuis qu'il est entré en politique, tout ce qu'il passe son temps à faire, c'est proposer des idées. Il a proposé son programme politique porté sur le fédéralisme communautaire. Ça aussi, ça a fait l'objet de manipulation. Bon, j'ai même carrément des communautés, notamment en Bamileke, qui vont vous dire que le fédéralisme communautaire était inventé pour canaliser les Bamileke. Ça, c'est des constructions des adversaires parce qu'ils veulent dénigrer en fait le projet. Mais la réalité, c'est que nous tous, on veut aujourd'hui pouvoir déterminer, arranger nos routes. Est-ce que l'Ouest ne veut pas arranger ses routes elle-même? Est-ce que si on donne 1 milliard de francs CFA à toutes les mairies, on ne va pas donner ça à ceux de l'Ouest? On va donner à ceux de l'Ouest. Mais on veut absolument vous faire croire qu'il y a un combat entre Bassa, Bamileke, Beti. Vous voyez, tout simplement parce qu'on veut jouer une fois de plus sur vos peurs. Parce que dès l'instant où vous parlez des questions de tribalité, ça fait peur. Ça crée des tensions, ça crée une certaine frustration. Non. Nous, on ne va pas se laisser avoir par ce type de discours. Parce qu'on veut construire un Cameroun où on est fier de notre diversité. On ne devrait pas avoir de différence. Les Beti, les Bassa, les Bamileke, tout le monde devrait avoir l'ambition de vouloir accéder au pouvoir. Mais maintenant, vouloir arriver au pouvoir, mais c'est de convaincre toutes les communautés que vous avez le potentiel de conquérir le pouvoir. Mais est-ce que ces messages-là qu'on voit circuler de part et d'autre n'ont pas aussi un impact sur les électeurs? Jean-Patrick Youcha, un peu comme les discours de haine. On a créé un conflit entre Bamileke et Bassa, entre Bassa, Boulou, entre Bamileke et Beti, et ainsi de suite. Ce qui fait que même dans les lieux publics, vous entendez des gens qui disent voilà les quoi, voilà les Gadamayo, ainsi de suite. Est-ce qu'effectivement, ça n'a pas un impact? Par le passé, par exemple, pour l'élection de 2018, est-ce que ces messages comme ceux-là, ces fausses informations qui circulent, n'ont pas joué sur l'électorat? Oui, madame. Ces informations ont évidemment eu un impact très négatif sur les candidats. Au SDF, on en a vraiment souffert. On en souffre jusqu'aujourd'hui. Heureusement, le chairman aussi a pris le taureau par les cornes. Il essaie de sensibiliser, de passer sur les chaînes de télévision et radio
comme je l'ai dit tout à l'heure par le fond. Il essaie d'aller sur le terrain, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure. Mais ça reste que c'est une blessure qui est très profonde. Comment pour être sérieuse, madame, quand vous entrez dans les réseaux sociaux, quand vous arrivez même dans les quartiers, vraiment, même les plus petits en parlent. Ils parlent aussi comme ça. Bon, je vais prendre un petit exemple qui est très simple. À Bonabéry, un maire SDF, je parle de l'ancien maire, M. Koumassi. Bon, il y a un fake news qui avait circulé pour dire que voilà, il a construit un immeuble à l'ancienne route. Je peux vous dire, madame, à ce jour, si vous partez à Bonabéry, vous demandez à n'importe qui là-bas, à certaines personnes, ils vont te dire que M. Koumassi avait construit un grand immeuble à l'ancienne route, qui est absolument faux, très faux. Voilà, donc ces fausses informations ont un effet très négatif. Très négatif. Je prends l'exemple, comme ça, je ne peux pas prendre l'exemple du chairman aussi ou du chairman Fodi. C'est en carton qu'on peut dénombrer des fake news qui ont terni l'image et les gens portent ça matin, midi, soir, ils te disent. Il y a des Camerounais qui te disent carrément, tu parles de SDF, il te dit, bon, Joufflu, son mot c'est Joufflu. Bébé Joufflu. Voilà, bébé Joufflu. Voilà. Ça, c'est la haine bête, haine inutile comme ça. Et tu vas lui demander, mais en réalité, qu'est-ce que tu reproches à ce président, à ce monsieur? Ils ne vont pas te dire. Bon, c'est quelque chose qu'on a distillé, on a balancé partout, on a essayé de mettre dans la tête des Camerounais et ça fait très mal. Je ne sais pas si on va s'en sortir un jour, madame, mais l'information est tellement profonde, c'est étalé partout. Il faut carrément des chaînes de télévision comme Balafon 10 pour matin, midi, soir. D'où sort le 10? Non, à côté de Balafon. Non, bon. 10 fois Balafon. Ah, ok, 10 fois Balafon, ok. Ouais, il faut communiquer, parce que si on ne communique pas, si on ne prouve pas à ces gens, bon, ce n'est même pas que les gens, même les intellectuels en font. Même les intellectuels, même des docteurs, même des professeurs qui racontent des choses qui ne peuvent pas vous expliquer. Bon, juste pour détester un candidat, pour détester une tribu, pour détester. Personne ne te parle du programme politique, hein, madame. Personne. Est-ce que votre programme, vous le vendez déjà suffisamment? Il y a des candidats à l'élection présidentielle qui ne passent pas une semaine sans partager leur programme, sans partager un aspect de leur programme, de manière à ce que même si quelqu'un arrive sur Facebook pour chercher le Congossa sur leur page, qu'il tombe d'abord sur un extrait de leur programme politique. Bon, le SDF, on le publie, madame. Si vous partez sur le site... mais le site, ce n'est pas Facebook. Bon. Le site, ce n'est pas Facebook où on retrouve toutes ces mauvaises informations, ainsi de suite. Non, quand vous allez dans Facebook, madame, nous, membres de NEC, on a des comptes Facebook qui publient des choses à longueur de journée. Si vous entrez dans Facebook, vous tapez par exemple Carte2, Docteur Carte2, vous allez voir tout ce qu'il publie tout le temps pour essayer de vendre notre programme, d'expliquer quelle est l'activité de notre parti. Donc, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas, il y a le Conseil national de la communication, je ne sais pas, qui s'occupe de régler tout ça. Je ne sais pas pourquoi, à ce jour, on n'a pas encore mis en prison des gens qui diffusent, qui partagent tous ces genres de fake news pour ternir les images des gens. Parce que quand quelqu'un vous dit, excusez une minute, madame, quand quelqu'un vous dit, je viens de voir, et voilà votre président aussi là qui sort de la présidence avec les mallettes d'argent, il y a 3 milliards dedans. Je ne sais pas dans quelle mallette on peut porter 3 milliards. Et puis on partage, les gens partagent. Bon, les gens partagent à longueur de journée. Je ne sais pas dans quel genre de mallette on peut mettre 3 milliards, madame. Vraiment, je n'y arrive pas. Avec l'évolution numérique et technologique, la campagne
de cette année, la campagne présidentielle va surtout se jouer sur les réseaux sociaux, à côté de la campagne qui se joue également sur le terrain. On voit les uns et les autres maximiser, créer des comptes à travers les différents médias sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, ainsi de suite. Évidemment, pour contrecarrer ces mauvaises informations qui circulent. Le SDF, est-ce qu'il a déjà créé, est-ce qu'il pense à miser, maximiser également au niveau des réseaux sociaux? Parce que tout à l'heure, je vous demandais si vous vulgarisez suffisamment votre programme. Vous avez cité quelques pages de cadre du Social Democratic Front, pas de page officielle sur laquelle on peut aller retrouver toutes les informations concernant le parti et son candidat. Si, madame, le SDF a un site officiel, www.sdf.cm. Il est là, il est connu, il est ouvert, tout le monde peut accéder, madame. Et à l'intérieur, vous pouvez y trouver toutes les informations relatives à notre parti. Voilà. Donc, bon, c'est vrai que ce n'est pas encore à la grande vitesse parce que, vous savez, c'est pas... il faut organiser, il y a des choses à faire. Mais c'est déjà ça, madame. Donc, en attendant, vous subissez, mais il y a quand même des améliorations. Des améliorations, oui. Au niveau du PCRN, on maximise également sur le digital pour contrecarrer les fake news, les deepfakes qui circulent en ce moment. Alors, vous savez, à un moment donné, on a même appelé mon président de TikTok. Donc, c'est pour vous dire à quel point nous, on a compris qu'il fallait absolument être présent là où les Camerounais sont. La réalité, c'est que la communication, elle a évolué. Les médias classiques comme la télévision, la radio sont certes suivis, mais ils n'ont plus la même rapidité d'information. Par contre, sur les réseaux sociaux, vous vous levez le matin, la première chose que vous faites, c'est chercher où votre téléphone est. Vous voulez savoir ce qui s'est passé dans le monde. Vous l'avez en 30 secondes. Donc, il faut pouvoir réagir en fonction de l'électeur. L'électeur d'aujourd'hui, le Camerounais d'aujourd'hui, dès l'instant où il a une connexion à Internet, il est connecté. Donc, nous, en tant que formation politique, nous sommes un peu plus aptes sur ces questions-là. Donc, on fait des efforts d'aller au maximum auprès des citoyens. D'ailleurs, Nora aime bien souvent nous parler, quand il arrivait à l'Assemblée nationale, ils ont commencé à se filmer et tout le monde disait, bon, c'est la jeunesse, ça va leur passer. Mais aujourd'hui, on voit que tout le monde a compris qu'en fait, il faut aller sur les réseaux sociaux parce que c'est l'avenir. Et il faut aller le plus proche, aller donner la bonne information parce que vous avez souvent des réactions de personnes qui vous disent « Mais moi, j'ai écouté une fake information à ce niveau, mais en allant écouter peut-être une vidéo qui est passée par là, j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'était simplement du montage. » Non, là, la politique aujourd'hui, c'est être dans la réactivité la plus express. Parce que l'information, ça ne prend pas 2 minutes, c'est pour être viralisé en réalité. Donc, vous devez pouvoir réagir rapidement. Vous devez aussi utiliser les mêmes canaux pour diffuser votre message, pour être à la page. Maintenant, je voulais un peu sortir du cadre des réseaux sociaux en disant que le problème des fake news ne vient pas forcément des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont que le baromètre de la société. La réalité, c'est que bien avant même l'arrivée des réseaux sociaux, il y avait déjà des inventions et des mensonges. Il a parlé tout à l'heure du cas du leader de John Fungi, qui était victime déjà de fake news. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore... Mais aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur avec les réseaux sociaux. Exactement, parce que les réseaux sociaux viennent un peu... Elles sont comme un zoom. Ça met un peu... Ça grossit un peu les caractères et ça permet justement d'avoir une information rapidement alors qu'avant on aurait pu... parfois l'information vient brute et le temps même que vous comprenez ce qui se passe, les premières choses, les premières vidéos, ils vont... Mais la vérité, c'est que les mensonges qui sont construits autour des acteurs politiques parfois ne naissent pas des réseaux sociaux. Elles naissent souvent des rumeurs que les gens distillent ci et là, par des habitudes que certains acteurs politiques prennent, donc par les bruits de couloir, par des détestations ou des détestations personnelles. Vous voyez des querelles entre des individus. Quelqu'un utilise donc son téléphone parce qu'il n'apprécie pas forcément la personne pour raconter des choses. Et c'est peut-être plus tard qu'il vous explique que non, en fait, voilà, j'étais en colère et j'ai utilisé mon téléphone comme si pour m'exprimer. Donc, le mal est
vraiment plus profond que l'on pense. Les réseaux sociaux ne sont venus que exposer cela. Et pour revenir donc sur les réseaux sociaux en lui-même, le PCRN, on l'a compris, on a plusieurs pages dédiées à cela, au-delà de nos comptes personnels. Nous avons lancé le site de campagne très récemment, www.cabral2025.cm, où nous avons bien sûr exposé notre programme politique. Vous avez toutes les vidéos de Cabral Libye depuis son entrée au Parlement, où il revient un peu, où il dénonce un ensemble de dysfonctionnements. Donc, pour ceux qui disent souvent qu'il ne dénonce jamais, là, allez sur son site, vous allez voir toutes ces vidéos de dénonciation. Et qu'il apparaît à la veille de l'élection. Exactement, toutes ces dénonciations qui ont d'ailleurs fait même le buzz. Ce qui est bizarre, c'est que ceux qui ont justement écrit ça ont passé le temps à diffuser, à parler justement de toutes ces actions, mais bizarrement, à la veille de l'élection, il est devenu une hirondelle politique. Vous voyez le machiavélisme derrière cela. Mais aujourd'hui, l'honorable Cabral Libye l'a compris. C'est pour cela qu'il ne cesse chaque jour sur ces plateformes. Vous le remarquez encore. Aujourd'hui, il était en conférence de presse pour partager son programme. Mais vous remarquez que sur sa page, chaque jour, il partage une bribe de son projet pour que les Camerounais sachent exactement ce qu'il veut faire. Et ça, c'est clairement quelqu'un qui a vu ce qu'il veut faire. Il a vu ce qu'il veut construire pour le Cameroun. Il a vu exactement comment est-ce que les choses vont s'améliorer pour les Camerounais. Et il demande donc à tous ces citoyens-là de continuer, non pas de croire en lui, mais de croire en eux que c'est possible de changer les choses. Roland Sapi, on a vu depuis quelques mois, par exemple, le ministère de l'administration territoriale annoncer des sanctions contre ceux qui propagent de fausses informations à travers les médias sociaux. D'ailleurs, lors de l'ouverture du contentieux préélectoral, on dit avoir interpellé des Camerounais grâce à l'appui de l'Antique qui les a traqués à travers les médias sociaux. Il y a cette annonce du Conseil national de la communication qui dit également qu'on va traîner en justice tous ceux qui propagent de fausses informations, toujours à travers les médias sociaux. À quel niveau, à quel point ces informations-là menacent véritablement la stabilité sociale, au-delà de la toile des réseaux sociaux? Claude, vous imaginez les discours de haine qui sont propagés dans les réseaux sociaux, surtout quand on essaie de dresser une communauté contre une autre. Est-ce que vous imaginez l'impact que cela a sur ces différentes communautés qui ont un niveau de discernement, je ne veux pas insulter, mais pas suffisamment élevé pour faire le distinguo entre ceux qui sont en train d'envoyer ce message et les visées qu'il y a derrière ce message? Certains vous diront que malgré cela, des communautés différentes se marient tous les vendredis. Évidemment. Ça n'empêche pas que le construit dans la pensée des Camerounais devient de plus en plus important concernant le repli identitaire, qu'on le veuille ou pas. Et ça, c'est depuis 2018. L'impact sur les populations est que vous ne pouvez pas imaginer. Vous pensez que quand on se lève un matin, on se rend compte que, juste pour un incident, on s'est mis à brûler les boutiques et autres choses dans une localité, soi-disant que ce sont eux qui sont venus envahir la localité et qui doivent rentrer chez eux. Il y a aussi le rôle des réseaux sociaux là-dedans, parce que dans les réseaux sociaux, on a passé le temps à dire les tels sont les envahisseurs, les tels sont. Pourtant, c'est des gens qui, sur le plan concret, vivent en harmonie au jour le jour. Mais comme de plus en plus, pour des raisons politiques, à travers les réseaux sociaux, on essaie de vous faire croire que vous, Claude, votre ami que vous avez là, qui est du Nord là, en réalité n'est pas ton ami parce que voici ce qui se prépare derrière. On monte les gens, on manipule effectivement à travers les réseaux sociaux dans ce sens-là. Et ça devient grave quand une petite étincelle comme ça là, surgit sur le plan concret, on s'agrippe dessus. Je ne sais pas comment on peut ne pas évaluer cela. C'est trop grave ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ça, il faut le dire, que cela l'est ainsi parce que l'État lui-même laisse faire. Tout le monde a entendu, quand je dis tout le monde, la majorité des Camerounais, à l'intérieur comme à l'extérieur, a vu une vidéo, un extrait de vidéo qui circulait dans laquelle un invité d'un plateau était en train de crier à haute voix sa haine contre un individu. Les réseaux sociaux ont permis l'effet multiplicateur. Et vous ne pouvez pas penser que
tous ceux qui ont entendu cela sont restés indifférents en entendant ça. Beaucoup ont gardé une dent et attendent le moment pour se venger, d'une manière ou d'une autre. Sauf que, effectivement, quand le ministre dit on va, il ne crée pas. Il parle plutôt d'une loi qui existe. Il y a une loi contre le tribalisme dans ce pays. Il y a une loi de lutte contre la cybercriminalité qui existe. Pourquoi elle n'est pas appliquée? L'État devrait, quand on a des exemples comme ça, frapper de manière la plus sévère pour que les populations comprennent très bien que ça, c'est vraiment un terrain sur lequel il ne faut pas s'aventurer parce que la sanction ne badine pas. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Dit on va, d'accord, mais faites-le, ne dites plus, faites-le. Faites-le. C'est extrêmement grave. La montée du discours de haine a vraiment, je ne sais pas quoi, est devenue exponentielle depuis 2018 dans ce pays. Et c'est à travers les réseaux sociaux que là se fait. Pourtant, ils ont les moyens, vraiment les moyens à tous les niveaux. On ne peut pas insulter l'intelligence des Camerounais, des techniciens pour dire qu'ils ne savent pas. Ils ont le moyen de savoir. Qui a émis cette vidéo ou bien ce message en premier? Ils ont les moyens de le savoir. Pourquoi est-ce qu'on ne remonte pas systématiquement tous ces genres de messages? C'est vrai que pour ce qui est des messages qui sont envoyés dans le but de discréditer tel ou tel candidat vraiment à des fins politiques, il faudrait peut-être que la victime se plaigne pour qu'on mène une enquête pour remonter vers là. Mais sur d'autres... C'est ce qu'a fait le candidat du SDF. Oui, mais sur d'autres faits qui sont assez flagrants, il y a ce qu'on appelle l'autosaisine. L'État devrait directement s'autosaisir et traquer ceux qui le font. Et la sanction doit être non seulement exemplaire, mais rendue publique, diffusée autant que faire se peut pour que les gens comprennent. On ne peut pas continuer dans ce genre de société où chacun peut se lever chaque matin, s'asseoir carrément, diffamer, fabriquer un communiqué qu'il attribue à quelqu'un qui n'est même pas au courant et diffuser dans les réseaux sociaux. Ça passe comme ça. Ça influence les gens. C'est vrai que à la fin, on devient, comment dire, un peu circonspect parce qu'on ne sait même plus finalement ce qui est faux et de ce qui est vrai, parce qu'on a connu des situations où des informations sont sorties et après ont été déclarées faux par les mêmes auteurs. Et ça embrouille aussi, certes, mais quand on veut faire un travail sérieux, évidemment, on sait distinguer ce genre de communiqué, c'est-à-dire qu'on veut tout simplement démentir par la suite. On ne veut pas avoir le courage de les démentir. On dit que non, c'était faux. Des vrais faux qui existent et qui sont connus. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas négliger l'influence, l'importance, l'impact qu'ont ces messages, ces discours de haine dans les réseaux sociaux sur les populations dans la vie réelle. Ça impacte sérieusement. Et c'est justement là le but. Parce que si on les invente, on les crée dans le but de manipuler, c'est parce qu'on veut atteindre un objectif. Et la plupart du temps, ces objectifs sont atteints. Et quand vous allez voir des gens qui, dans le Tarsi, bien au quartier, avaient l'habitude d'être suffisamment amicales, mais subitement, même sans le dire, se méfient les uns des autres, tout simplement à cause des choses qui sont distillées. On a dit sur sociaux. Facebook que voilà. À l'ère où, au moment où la manipulation politique est donc à la mode, les partis politiques et les candidats ne peuvent que se plier, ou alors suivre la tendance. Est-ce qu'au niveau du SDF, vous comptez aussi vous saisir de cette stratégie pour attirer, par exemple, les lecteurs? Là, on parle de la manipulation positive, pas celle qui vise à ternir l'image d'un adversaire. Oui, madame, le SDF est dans la communication positive. On n'est pas, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était un parti sérieux. Nous, on était un parti historique, un parti constant. Nous, on ne veut pas sortir de cette lignée-là. C'est pour ça que, malgré tout le brouhaha que vous voyez dehors là, il reste sur ses positions. Les positions de ces founding fathers, quand vous connaissez, on ne doit pas sortir de là. Et on va rester avec notre fédéralisme et on va y aller. Ceux qui vont aller dans la norme tordue, je veux dire dans des méthodes peu orthodoxes,
bon, ils vont continuer, mais le SDF va rester constant, rester sérieux et aller en respect de la ligne tracée par ces founding fathers. Donc, madame, on ne va pas changer. Vous n'allez pas aussi créer vos stratégies à vous pour faire face à ce mauvais vent qui souffle contre votre candidat? Justement, il faut une contre-communication. Parce que je vous ai pris des exemples. Vous avez constaté que le chairman, lui, il n'est pas dans la lignée de ces histoires de fake news là, mais il a été obligé de mettre à défi toutes les personnes qui pourraient apporter la preuve d'un marché public qu'il a effectué dans ce pays. Est-ce que mettre au défi, c'était sur votre plateau est-ce que mettre au défi des personnes suffit pour mettre fin effectivement à ces fausses informations qui circulent et ces attaques personnelles même? Oui, les attaques personnelles, oui, mais madame, mettre à défi, je pense, à mon avis, c'est largement suffisant parce que si vous n'apportez la preuve, vous êtes incapable d'apporter la preuve de ce que, bon, on a effectué un marché, en ce moment, vous comprenez que vous êtes en tort, vous n'avez pas, la population va comprendre que c'est un fake, et comme il y en a beaucoup de fakes, bon, ils vont comprendre. Le SDF ne va-t-il pas manipuler également à son tour ceux qui le manipulent ou bien ceux qui manipulent ses électeurs? Non, madame, on ne joue pas ce jeu-là. Nous disons ce que nous voulons faire. Nous avons un programme de société que nous sommes tracés, que le chairman, après ces multiples journées nationales, a pu concocter. Et je peux vous le dire, garantir, c'est un programme impeccable qui est apprécié de tout le monde. Voilà, si vous appelez par exemple le professeur Somba, docteur Somba, il va vous en parler. Il y en a tellement. Il y a beaucoup de professeurs Somba. Lequel? Luisan Somba? Non, pas Luisan. Quel Somba? Non, c'est lui. Emmanuel Somba, professeur Emmanuel Somba. Lequel? Bon, Dieudonné Somba, l'économiste. Voilà, justement, oui. Bon, ça m'échappait, voilà. Okay. Donc, en fait, c'est à travers des actions, des travaux, des programmes sûrs, un programme propre, un programme qui est là pour sortir le Cameroun de la merde. Vraiment, on est dans la merde, vous le savez. Avec ce programme, le SDF ne va pas aller dans la bourre, dans les discussions inutiles avec les autres candidats. Donc le SDF compte vulgariser son programme politique pour faire face à ces attaques que le parti et son candidat subissent. Au PCRN, vous allez manipuler ceux qui vous manipulent ou manipulent vos électeurs? Arlene Jo. Non, nous allons continuer à diffuser notre message. Vous savez que nous avons notre vision pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Et depuis janvier 2019, l'honorable Cabral Libi, à la fin de l'élection présidentielle 2018, nous a dit « Je n'ai qu'une seule ambition, c'est celle de devenir président de la République ». Et il s'est attelé à cela, malgré les coups bas que nous avons reçus de la part même de l'administration. Vous connaissez tous les périples judiciaires que nous avons vécus. Nous sommes restés sereins. Ces périples-là nous ont beaucoup dérangés parce qu'on a été empêchés pendant pratiquement 2 ans d'organiser de simples réunions, des manifestations publiques. Donc aujourd'hui que nous avons cette opportunité de relance, en fait, vous avez pu le constater sur le terrain, la coalition Orange est en train de ramener un peu de partout des influenceurs, des acteurs de la société civile, des artistes, plusieurs personnes, des leaders communautaires en fait, qui expriment en fait leur soutien à l'égard du candidat Cabral Libi et qui voient en lui aujourd'hui l'homme de la situation, celui qui viendra le 12 octobre faire ce que nous tous nous espérons, changer les choses. Et donc, nous continuons à faire ce travail de diffusion de notre projet de société. D'ailleurs, pendant longtemps, on nous a traités de proposants parce que nous avions décidé de ne pas faire de la politique seulement dans la dénonciation, mais de travailler
pour proposer des choses concrètes. C'est pour cela que dès 2021, l'honorable Cabral Libye a sorti son ouvrage « Le fédéralisme communautaire », critiqué, parlé, mais la plupart des gens qui bavadaient n'avaient même pas un programme politique. Ils ont tous couru pour aller écrire aussi quelque chose. Mais après cela, nous avons quand même remarqué, nous avons écouté toutes les remarques qui ont été faites et nous avons décliné cette vision-là dans le manifeste de la rupture et du progrès. Vous voyez, ça, c'est un homme qui se prépare à son destin. C'est un homme qui a compris que pour devenir président de la République du Cameroun, il faut se préparer sérieusement. Il faut préparer des idées, préparer un projet, préparer un ensemble d'acteurs pour que le moment venu, vous soyez capable de faire la différence. Et aujourd'hui, nous avons les versions déclinées. Beaucoup ont critiqué le fait que nous écrivions des œuvres parce que, bon, on comprend que nous sommes dans un pays où il n'y a pas beaucoup de culture politique, donc on ne comprend pas pourquoi, en quoi c'est important pour un acteur politique de faire des ouvrages. Mais pourtant, c'est pour montrer que Cabral Libye est là pour durer. C'est quelqu'un qui est venu, malgré les injures, malgré les insultes, vous avez vu que c'est un acteur qui est resté focus sur son objectif, celui de devenir le prochain président de la République du Cameroun. Et d'ailleurs, dans ce sens, Cabral Libye, comme tous les autres candidats à l'élection présidentielle, va démarrer sa tournée à travers le pays le 27, vu que la campagne électorale s'ouvre. Démarrer officiellement dans le cadre de la campagne électorale, parce que pour le reste, c'était juste la tournée de pré-campagne électorale. Le programme, qu'est-ce qui est prévu dans l'agenda de votre candidat? Alors, déjà, le programme pré-campagne n'est pas encore terminé puisque le dernier meeting pré-campagne, c'est le 25 dans le Noun. En réalité, vous savez, Cabral Libye dit souvent, pour gagner une élection présidentielle, c'est vrai que c'est une circonscription unique, mais il faut la gagner dans 360 communes. C'est pour cela que bien avant la campagne présidentielle, il s'est donné pour mission d'aller vers le Cameroun, vers les Camerounais. Donc, bien avant cela, nous avons fait une dédicace dans pratiquement les 10 régions du Cameroun. La dernière, c'était à Kousséri très récemment. Et donc, nous allons enchaîner justement, puisque la campagne présidentielle va effectivement démarrer le 27. Donc, nous avons d'abord ce dernier meeting dans le Noun et le méga, le giga, le terra meeting qui va se tenir ici à Douala se tiendra du côté de Youpoué. Je tiens même d'ailleurs à préciser... Pour sortir, je tiens donc à préciser que le prochain meeting dont on va se tenir d'abord à Edea, parce qu'il faut que je relance nos camarades du côté d'Edea. Donc, il y a un meeting qui est prévu le dimanche 28 à Edea. Et le même jour, comme à son habitude, l'honorable Cabral Libye terminera ce meeting ici à Douala le 28. Jean-Patrick Noucha, dans l'agenda du candidat Joshua aussi, qu'est-ce qui est prévu pour les prochains jours? Une 4e grande tournée nationale, madame. À partir de ce week-end, il y a un très grand meeting d'ouverture de lancement à Bamenda, la ville symbole du SDF. Donc, à partir de là-bas, ça va tourner dans tout le Cameroun et ça va retoucher du doigt les réalités profondes du pays. Et à partir de là, le 12 octobre, on aura ce qu'on aura. Merci Jean-Patrick, merci Arlène Dior. Évidemment, Roland Tapion reviendra sur ces tournées des candidats à l'élection présidentielle. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain, 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon pour une nouvelle édition de Tribune présidentielle.